19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 26 septembre 2021. Nous accueillons ce soir comme invité du journal Moussoulmi Malan Sita, président de l'ANDC. L'ANDC, c'est l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Moussoulmi, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur. Soyez le bienvenu sur ce plateau de la télévision Labari. Voilà, avec vous, on parlera du 30 septembre, désormais journée nationale consacrée pour le contribuable. Mais en attendant, nous allons suivre le déroulé de l'actualité de cette journée. Le ministre des Enseignements supérieurs, Mamoudou Djibo, dans une sortie médiatique, a brossé la situation de l'enseignement supérieur au Niger. Pour Bana Ibrahim, juriste de formation, le ministre, en tant que technicien, fait une critique objective et non politicienne. On l'écoute. Vous savez, le ministre Mahmoud Djibo, il est un homme qui a son style à part. Il dit la vérité sans prendre de gants. Et moi, personnellement, j'ai écouté son interview. Je trouve que dans le fond, ce qu'il a dit, ce n'est que la stricte réalité. Aujourd'hui, tous ceux qui connaissent l'enseignement supérieur savent que c'est un enseignement qui prédestine à la carrière de contractuel. Or, ce n'est pas ça l'objectif de l'enseignement supérieur. Moi, personnellement, j'ai fait partie d'un comité pour réécrire le curriculum d'une filière BTS au Niger, parce que l'enseignement supérieur en fait partie. Et là, nous avons fait le même constat que lui. Les titulaires de BTS en communication des entreprises, on les retrouve plutôt dans les écoles en train d'enseigner français ou histoire-géographie. Ce n'est pas l'objectif lorsqu'on a créé ces universités technologiques. Ce qu'il a dit, ce n'est que la stricteté. Au Niger, nous avons une hypocrisie collective. Lorsque quelqu'un dit la vérité, on préfère condamner son style plutôt que de regarder le fond de sa pensée. Et moi, personnellement, je pense qu'il y a même des choses que le ministre n'a pas dites au nom de la solidarité gouvernementale et en lien avec les régimes passés. C'est qu'aujourd'hui, les 1400 étudiants de la FCEJ, ils ont à peu près 15 enseignants permanents. 15 pour 1400 étudiants en première année de droit, ça veut dire que vous faites le ratio combien d'étudiants par enseignant. Donc c'est une nécessité de refonder l'enseignement supérieur pour que à l'avenir, les élèves, les étudiants qui en seront ici, soit qu'il y ait un profil employable ou auto-employable. Parce qu'au Niger, on a tendance à penser que dès que vous faites enseignement supérieur, il faut que ce soit forcément l'État qui vous engage. Non, il faut refonder l'enseignement supérieur. Et moi, je partage parfaitement tout le point de vue du ministre Mamoudou Djibo. Personne ne peut reprocher à Mamoudou Djibo de connaître l'enseignement supérieur. Ce n'est pas la première fois qu'il a été ministre de l'enseignement supérieur et il est du domaine. Donc il sait pertinemment les problèmes qui se posent dans l'enseignement supérieur. Et je ne crois pas que le fait de dire la vérité soit un problème en soi. Même si on n'est pas d'accord avec le style avec lequel il le dit, le fond, personne ne peut contester le fond de ce qu'il a dit. Voilà, Bana Ibrahim s'est aussi prononcé par rapport à l'entretien du Premier ministre Oumoudou Mahamadou sur la télévision nationale sur l'affaire Ibou Kradje et la probable alliance du PNDS Tareya avec l'Oumana Africa. Le Premier ministre, selon Bana, a raté l'occasion de se taire sur ce sujet. On l'écoute. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, il a raté une occasion, très belle occasion de se taire sur les deux sujets. Le premier sujet, l'affaire Ibou Kradje, je trouve qu'il est très mal placé pour en parler parce qu'il est une des personnalités que l'opinion publique estime être complice dans cette affaire. Il sait que l'affaire est pendante devant les tribunaux, l'affaire est en instruction. En tant que l'un des premiers responsables de l'État, il doit savoir qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. Il n'a pas à donner des injonctions aux juges d'instruction pour dire que l'affaire est close, on a arrêté tous les complices. Non, le Premier ministre doit savoir que l'affaire est en instruction. Et il peut dire qu'on a arrêté des complices, mais pas tous les complices. Parce que lui-même, les gens pensent qu'il est susceptible d'être complice parce qu'au moins, il est le supérieur hiérarchique de Ibou Kradje. Donc, il a raté une belle occasion de se taire et surtout qu'il sache qu'au Niger, ce ne sont pas les journaux de la presse écrite qui disculpent
ou qui inculpe quelqu'un, c'est la justice. Il aurait dû laisser la justice, comme le président l'a dit, l'affaire est en instruction, il ne parle pas sur le fond de l'affaire. Le Premier ministre, il a violé d'abord la Constitution parce qu'il a méconnu le principe de séparation de pouvoir. Et dans un pays normal, rien que pour soi, on doit le démettre de ses fonctions. Pour le deuxième cas, le Premier ministre, il oublie qu'il n'est pas le président du PNDS Tarea. Il n'est pas le président du comité exécutif national du PNDS Tarea. Si on lui pose une question en tant que Premier ministre, il doit savoir qu'il est Premier ministre de tous les Nigériens et non Premier ministre du PNDS Tarea. Il n'a pas à se pencher en tant que Premier ministre sur une question de rapprochement ou non entre le PNDS Tarea et Lumana. Donc, comme je l'ai dit, pour la première chose, Oumoudou Mahamadou, il a raté une occasion de se taire. Est-ce qu'il y a eu une réunion du CEN qui l'a autorisé à venir se prononcer sur une question qui ne concerne que le PNDS Tarea et éventuellement un autre parti politique qui est Lumana? Ce n'est pas l'intérêt national, ce n'est pas l'intérêt du peuple nigérien dont il est le Premier ministre. Si le PNDS a normalement un point de presse à faire, il le fait au siège du PNDS, ou bien on convoque la presse, il faut un point de presse. Oumoudou Mahamadou, on l'attend sur d'autres questions. La question de la sécurité, qu'est-ce qu'il en dit? La question de l'école nigérienne, la question de l'IDH. L'IDH, j'ai suivi son interview. La question de l'IDH, qu'est-ce qu'il en pense? La question de l'impunité par rapport aux multiples scandales qui émaillent chaque année la vie politique de notre pays. C'est là-dessus qu'on attend, qu'il nous donne, qu'il décline une politique capable de mettre fin au fait que notre pays est toujours dernier en matière d'indice de développement humain. Voilà ce qu'on attend d'un Premier ministre, pas de se comporter comme président du PNDS Tarea. Actualité en région, l'hôtel Galaxy de Dosso a servi de cadre pour les travaux d'un atelier de renforcement de capacité des parlementaires sur le cadre juridique des industries extractives. Au total, 25 députés nationaux ont pris part à cette session organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, dont la clôture est intervenue hier après-midi. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Hamza Sakou et Boubacar Souley. Disposant de compétences de faire les lois ou interpeller le gouvernement en cas de problème dans le cadre de la gestion des ressources naturelles dont dispose le Niger, ces élus nationaux de tous bords politiques ont bénéficié pendant 48 heures d'une formation sur le renforcement des capacités sur le cadre juridique des industries extractives. Une activité organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Pour nous, il faut les amener à comprendre les enjeux stratégiques concernant les industries extractives, maîtrisant d'abord les textes de loi et aussi aller jusqu'à pouvoir regarder dans un contrat qu'est-ce qui peut être source de problèmes ou bien de polémiques. Pour que quand l'État, le gouvernement va amener des lois au niveau du Parlement, il puisse être capable de pouvoir réagir efficacement et savoir où est-ce qu'il faut mettre le doigt pour que l'État puisse gagner plus dans l'exploitation des ressources naturelles. Étant les représentants du peuple, ils sont à même de pouvoir amener le gouvernement et les compagnies à respecter le minimum pour que nous puissions et profiter et qu'il y ait moins de dégâts sur la nature. Pour le réseau parlementaire, cette formation vient à point nommé pour cette nouvelle législature. On sait comment donc, les rétrocessions au niveau de la redevance pétrolière. Et on connaît comment procéder pour faire le contrôle de l'action gouvernementale. On a été donc informé là-dessus. Donc on a été formé. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on va jouer notre rôle de député. Au terme de cet atelier, les députés nationaux sortent satisfaits et édifiés sur les questions des ressources minières. Nous sommes parvenus, en tout cas, à une situation où aujourd'hui tous les députés qui ont participé disposent du minimum nécessaire pour pouvoir exercer leur mission du contrôle de l'action gouvernementale, notamment dans le domaine des industries extractives. Vous avez vu l'engouement que ça a suscité auprès des députés et chacun
arrive à poser ses questions sur les points qui lui semblent sombres. Et je suis sûr qu'en revenant, ça va nous permettre de bien contrôler l'action gouvernementale par rapport à ces différentes industries qui sont dans le pays et des fois qui sont gérées d'une manière vraiment opaque parce qu'on ne laisse pas des fois aux gens de comprendre comment on gère ces industries-là. Ni la population, ni les autorités locales ont besoin de savoir. Et en plus, les députés qui nous sommes, qui sont les représentants du peuple. Donc, pour que ces populations-là arrivent à tirer bénéfice de ces exploitations. On a appris beaucoup de choses. Surtout, on a posé des questions de classement sur la répartition des fonds même, les différents critères. Ils nous ont beaucoup expliqué que c'est sur les poids démographiques de la commune, la superficie, l'environnement et les ressources investies de la commune. Surtout si la commune n'investit pas des ressources, donc elle sera derrière. C'est ça la répartition quand même. C'est une très bonne chose pour nous en tant que parlementaires, c'est-à-dire de comprendre toutes les lois et les décrets qui régissent le domaine minier et pétrolier. Donc les experts nous ont fait un exposé sur l'octroi des permis de recherche, permis semi-mécanisés et autres, et l'octroi aussi des permis pétroliers. Là, nous avons fait un échange vraiment fructueux. Nous avons appris, en tout cas appréhendé beaucoup de choses. Pour le ROTAB, cette session de formation va sans doute permettre aux élus d'accompagner l'État pour une bonne rentabilité des ressources naturelles et une gestion transparente dans les industries extractives. Le chef de canton de Djoundjou, c'est dans la région de Dosso, multiplie les initiatives en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Bachir Aruna Mbali a organisé un forum sur la culture irriguée, notamment celle du manioc. Cette rencontre, qui a vu la participation des autorités départementales, a réuni agriculteurs et éleveurs autour du chef de canton ainsi que 16 autres chefs de village. Plusieurs décisions ont été adoptées à cette occasion. Le résumé avec Ibrahim Yero. Dans sa croisade contre l'insécurité alimentaire et la faim, le chef de canton de Djoundjou vient de terminer ce forum cantonal sur la culture du manioc. Autour de l'honorable Bachir Haruna Mbali, 16 chefs de village du canton venus parler au nom de leur population sous le regard témoin du préfet de Djoundjou. Assis, debout au milieu des agriculteurs et éleveurs ou s'adressant directement à une catégorie de la foule, l'honorable Bachir Haruna Mbali a tenu un langage ferme et véridique. La faim est à la base de tous les problèmes de la société, dont l'insécurité, et il faut la combattre impitoyablement. Ya kamata a yakin yunwa ko da duk masu garuruwan ga ba mai kilo 100 a gwada min wanda aka cikin su duk wata fitina da kuka ana yi cikin duniya saboda yunwa cewa baka da kuɗin kayan miya gidanka baka ba da ajiya ba ana bin ka bashi babu mai ramta ma ya zaka ka ci da gidanka ba dole ka saitar hanya ba to in ba a koshi ba ya za a kula da dabba akwai dashi cewa mun ka han makiyaya su zo su yi noma har makayan su zo su yi noma wanda bai da gona ya zo ya tambaya a bashi mai batu a ce ku sari sabon dashi babu wannan shine muka ce a taru da an ka taru a zo a zamana a ga mi an mahita a yakin yunwa masara nawa ta zambana shika 36 ya za mu muna ɗaukar arzikin muna zuwa muna ci da waɗansu manoma mu a ce wai yau ƙasar girgi ta da yunwa ba ku kunya ba don Allah. L'objectif ici est de créer des champs de manioc de part et d'autre des rives du Dalol Hoga. Une initiative agréée par le représentant de l'État, en l'occurrence le préfet de Djoundjou.
L'activité concerne de faire le bourgeois du manioc tout au long de ce dallon-là, sans pour autant faire de clôture. Et ça nécessite un forum pour permettre d'avoir l'accord de tout un chacun. Donc Dieu merci, les frères se sont compris. Ce forum a permis de donner la parole aux paysans, aux décideurs ainsi qu'aux techniciens de l'administration publique. Et à la fin des discussions, agriculteurs et éleveurs sont sur la même longueur d'onde. Ina so in noma amma yanzu ina son ya za ya gane kamar yanka samu kuma kan mutum biyar shidda za su samu sashi su sa koko can bangare guda za sa dan batu a zo a auna gonaki a ce gwamnati ce girman gona za a ka proje za a ka finan sama babu wani finan sama ku hidda wannan cikin kanku ba mai taimaka ku ne za ku taimaka ma kanku da kanku ga wanga aiki mun ji daɗi zakuwan shi ko da muke macaya mun ji daɗi don abin da ga kawo ci gaban karkara ana son shi. Rien de durable ne peut être obtenu sans la femme et c'est pourquoi le forum de Yunju a laissé une place de choix à cette dernière. Insha Allah za mu kwatanta musu mata ma kasu bari a bar su baya. In an shiga noman rani kowa na jin daɗi, balle mata su sun kai jin daɗi. Il y a un mois seulement, le chef de canton a visité les champs de manioc pour encourager et sensibiliser les producteurs. Aujourd'hui, Bachir Harouna Ambali pilote un forum en faveur. La journée du 30 septembre est désormais consacrée journée nationale du contribuable, une initiative longtemps soumise par l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC. Aujourd'hui adoptée grâce au nouveau directeur général des impôts, occasion pour le président de l'ANDC d'éclairer les citoyens sur les objectifs qui seront assignés à cette journée. Moussoumi Malansita. Porter à la connaissance du grand public, notamment tous les contribuables de la Direction générale des impôts, de tout secteur d'activité confondus, les institutions de la République, les députés nationaux, les élus régionaux et locaux, les représentants des organisations internationales, ONG, projets et associations, les organisations syndicales et de la société civile, les corps professionnels constitués et les étudiants, que le 30 septembre 2021, à partir de 10 h, au centre Mahatma Gandhi, le tout nouveau directeur général des impôts, M. Mal Ousmane Mahaman, a souhaité que dans le cadre des efforts de chacun en matière de mobilisation des ressources internes, que représente le paiement des impôts et taxes, que nous savions tous être un sacrifice lourd et important dans la vie de tous, que dis-je, le directeur général des impôts dédie cette journée à cet effort, ou du moins à ce sacrifice. C'est pour cela que cette journée se veut un cadre privilégié de rencontres annuelles, de reconnaissance et d'encouragement des efforts de chacun, État, administration fiscale, contribuables et partenaires, dans la mobilisation des ressources internes, et en même temps que ce soit l'occasion de recueillir les préoccupations majeures de tous les citoyens dans leur globalité en matière de politique fiscale nationale. C'est pour cela que désormais, le tout nouveau directeur général des impôts, dans une vision de modernité et de communication responsable, s'est inscrit dans l'initiative que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a proposée comme étant une belle occasion de conciliation et de concertation de points de vue sur la politique fiscale. Et le choix du thème de cette édition, Ensemble pour une culture fiscale citoyenne, dans la pratique de la facture certifiée et de la téléprocédure,
et de la période dans laquelle se tient cette journée sont guidés par le fait que, actuellement, la Direction générale des impôts a entrepris des réformes, dont particulièrement la facture certifiée et la téléprocédure, c'est-à-dire que la Direction générale des impôts, dans l'esprit de sécurisation de la TVA que nous tous en tant que consommateurs nous payons auprès de nos prestataires et de nos fournisseurs, qui est, si vous voulez, en matière de mobilisation de recettes internes, l'impôt le plus important dans le budget national, et que pour l'esprit de modernité, les paiements se font directement à travers, en tout cas, les moyens électroniques d'aujourd'hui ou à travers le système bancaire. Et vous voyez bien que, à ce titre, la Direction générale des impôts s'estime dans le devoir d'une grande communication pour amener les citoyens et les contribuables à adhérer à ces réformes au nom de la culture fiscale citoyenne. Voilà, Mousselmi Malansita, une journée nationale du contribuable. Alors pourquoi militer pour une telle journée? Merci, Monsieur Nasser, pour cette occasion que vous nous donnez. Mais avant, permettez-nous de remercier très sincèrement le groupe Radio de la Bari pour l'accompagnement et le soutien que vous ne cessez d'apporter à l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Et également, vous nous permettez par cette belle occasion d'exprimer notre profonde reconnaissance envers le tout nouveau directeur général des impôts qui a su nous faire confiance dans la mise en œuvre de cette initiative, comme vous venez de le dire, que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance portait très longtemps. Et nous allons prier Dieu le Tout-Puissant de nous aider et de nous donner la chance de nous montrer dignes de la confiance que le directeur général des impôts a su bien nous faire, je disais tantôt. La question sur la journée nationale du contribuable est guidée par le fait que l'idéal de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance est le changement profond des mentalités et des comportements au nom de la promotion et du renforcement d'un esprit civique fort et responsable. Parce que nous parlons de l'État et de la nation, nous estimons que pour tout patriote sincère, la souveraineté de la nation devrait être une préoccupation majeure. Parce que, vous venez de le voir tout à l'heure, un de vos intervenants parlait sur la question de l'IDH. Chaque fois qu'on cite notre pays en queue de peloton des nations qui gagnent, chacun dans son fort intérieur se sent un peu blessé. Et notre vision est que en rien les hommes ne se dépassent, mais c'est d'arriver à exploiter leur intelligence, leurs ressources et leur capacité de construction positive de leur État et de leur nation. Et au sommet de la vie de la communauté se trouve l'État dont la ressource principale et première reste et demeure l'impôt. Il est vrai que l'impôt, depuis la nuit des temps, n'a jamais été, nous l'avions dit une fois, un goût sucré de la part de personne, parce que c'est un sacrifice très lourd et important. Et c'est pour ça que personne, par gaieté de cœur
ne veut pas véritablement s'acquitter de ce devoir. Même si, je dis encore une fois, au nom de la patrie, un devoir n'est jamais de trop. Et nous avons estimé que pour réussir le défi commun de la mobilisation des ressources internes, pour permettre à notre État et notre nation de lever la tête devant les autres, parce que la vérité, la solvabilité de l'État dépend de sa capacité de mobiliser des ressources importantes. C'est seulement à ce titre que les partenaires techniques et financiers, que les bailleurs de fonds peuvent accorder du crédit aux politiques publiques que l'État mène. Et c'est par cette voie seulement que l'État peut souvent refuser certains projets parce que dans la conception et la vision de certains projets, il n'est pas évident que ça concourt avec les intérêts supérieurs de la nation. Et nous avons estimé que dès lors que l'impôt se présente comme un sacrifice lourd et important, la Direction générale des impôts, qui est l'institution leader dans la mobilisation des ressources internes, parce qu'il faut noter qu'elle n'est pas seule. Il y a la Direction générale des douanes, il y a d'autres régies financières, mais qu'à cela ne tienne, la DGI reste et demeure l'institution leader. Parce que quand vous regardez les prévisions budgétaires en matière de recettes fiscales, la part attendue de la DGI est très importante par rapport aux autres. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il va falloir trouver un moyen par lequel nous pouvons rapprocher ces deux mondes naturellement antagoniques. D'une part, la DGI, à travers les agents des impôts, qui sont les techniciens de l'État, chargés de la mobilisation des ressources internes. D'autre part, les contribuables que sont les entreprises, toutes les entités économiques qui, à travers leurs différentes activités, produisent de la valeur ajoutée qui représente la garantie pour l'État. Parce que dans cette vie de toujours, les incompréhensions sont importantes autour de la politique fiscale. Parce qu'on estime que certaines dispositions sont contraignantes à la croissance économique des entreprises. Et par conséquent, ça ne produit pas l'effet recherché par l'État. Et donc, nous avons estimé que, en prenant l'initiative de cette journée nationale du contribuable, ce serait une belle occasion d'abord de rencontres fraternelles, parce que nous sommes tous dévolus à la prospérité de notre nation. Deuxièmement, dans la vision globale de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, la question de la reconnaissance du mérite est très importante. Parce que nous estimons que la reconnaissance de l'effort de l'autre dans nos propres performances socio-professionnelles est une vertu. Et en conséquence, si une fois dans l'année, la DGI rend hommage, un hommage mérité, à tous ceux qui font ce sacrifice, qui est le paiement des impôts et taxes, ça va être un vecteur d'encouragement et de dévolution au paiement des impôts et taxes. Parce que, pour une fois, les entreprises, les partenaires et les agents économiques tout court comprendraient que la DGI est consciente qu'il mène un sacrifice lourd. Et à partir de là,
ça va créer, si vous voulez, un véritable tournant dans la vision d'abord que les contribuables ont des services des impôts, parce que chaque contribuable voit des services des impôts une institution répressive, au lieu de les regarder comme des partenaires importants. Cette vision va changer. Et également, la deuxième vision qui devrait changer en termes de comportement du point de vue des contribuables, c'est que désormais, chaque contribuable va se donner le devoir de comprendre les dispositions fiscales rattachées à son secteur d'activité et d'accomplir ses obligations fiscales en conformité avec les textes en vigueur. Évidemment, avec encore l'appui et les conseils avisés des experts dans le domaine. De l'autre côté, on va arriver à un niveau où il y aura un ancrage civique du paiement des impôts et taxes au même titre que nous payons la facture d'eau et d'électricité, parce que nous avons consommé. On se comprend très bien. Et la finalité dans tout ça, c'est que notre État sera dans une dynamique de mobilisation accrue de ses ressources internes, c'est-à-dire qu'à moyen terme et à long terme, notre État sera capable par lui-même de faire face à l'essentiel des charges publiques, sans pouvoir faire recours à certains partenaires capricieux. Voilà un peu l'esprit et la logique qui sous-tend l'initiative Journée nationale du contribuable que l'association a bien voulu initier. Alors, vous avez émis l'idée aux autorités. Les autorités l'ont approuvé, cette idée d'octroyer une journée nationale du contribuable. Alors maintenant, quelle serait votre responsabilité de l'animation de cette journée, vous en tant qu'initiateur? Merci, c'est une très belle question. Notre responsabilité, c'est d'abord de réussir la mobilisation de tous les contribuables, de tous les acteurs socio-économiques, parce qu'il faudrait que chaque contribuable se convainque que cette journée est véritablement importante pour ce cadre. Parce que de notre connaissance, nous n'en savons pas, à travers le monde, un seul pays où une telle journée a été célébrée. Ceux qui en connaîtront, nous leur donnons la possibilité et l'excuse de nous édifier, parce que nous pouvons nous tromper. Et si tel est le cas, nous demandons pardon et excuse. S'il y a un seul pays au monde où une telle journée est célébrée, la journée nationale du contribuable, dédiée exclusivement à tous ceux qui payent l'impôt. Deuxièmement, je dis, notre rôle et notre mission est d'arriver à réussir la mobilisation de tous les acteurs autour de la politique fiscale cette journée. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de réforme dont vous voyez ces derniers temps qui alimente l'actualité, parce que l'homme a horreur de ce qui est nouveau. Et pour pouvoir amener les gens à accepter, à comprendre, il faut les convaincre de l'intérêt qu'eux-mêmes y trouvent dans ce que vous leur présentez. Et c'est pour ça que la question de la communication responsable, elle est très centrale. Et nous estimons que cette journée sera la meilleure et la plus belle occasion de faire valider une fois pour toutes dans les mœurs
de notre pays. Ces réformes qui sont pas nouvelles du point de vue global, mais que nous voudrions expérimenter et réussir mieux par rapport aux objectifs que je venais de dire tantôt. Alors, vous venez de parler de réformes dans ce secteur et justement, cette journée intervient à un moment où le Niger commence à expérimenter la facture certifiée. Alors, quel serait l'apport de cette journée pour accompagner ce processus? Et l'apport de cette journée, c'est pour ça que dans le déroulement de cette journée, nous avons prévu essentiellement 3 communications très importantes et de haut niveau. Le premier panéliste est le directeur général des impôts en personne autour de la facture certifiée pour davantage expliquer, clarifier aux contribuables. Parce que c'est lui, dans sa vision de modernité et de communication responsable, qui a adhéré sans hésiter, sans désemparer à cette journée. Parce qu'il veut rendre hommage à tous les contribuables du Niger, parce qu'il veut les féliciter, parce qu'il veut les remercier et les encourager. Parce que c'est un homme qui a évolué dans le domaine et qui sait la charge et la responsabilité que représente ce sacrifice lourd dans la croissance économique des entités. Deuxièmement, le deuxième panéliste est un conseil fiscal. J'avais dit tantôt que notre objectif en termes de changement de comportement, c'est d'amener les contribuables à accomplir leurs obligations fiscales en conformité avec les textes en vigueur et sous la vision et les conseils avisés des experts dans le domaine. Ces experts dans le domaine sont les experts comptables et les conseillers fiscaux qui, même si le chef d'entreprise n'a pas été à l'école, sont en mesure de lui expliquer dans sa langue de compréhension les tenants et aboutissants de tout ce qu'il y a comme disposition relative à son secteur d'activité pour l'amener à accomplir dans un esprit citoyen ses obligations fiscales. Le troisième panéliste est un acteur de la société civile autour de la culture fiscale citoyenne. Parce que vous êtes en face, j'allais dire, de 2 acteurs naturellement antagoniques, il faut un troisième qui peut jouer le rôle de médiateur et surtout qui peut jouer le rôle de conciliateur pour que, à la fin de cette journée, tous les participants sortent édifiés et satisfaits de l'initiative et s'engagent désormais au nom du civisme patriotique à accomplir leur devoir civique. Voilà un peu et le déroulement, ce que nous attendons. Et c'est pour ça que nous osons espérer quand même que cette journée sera véritablement un grand plus dans la politique actuelle de la DGI en termes des réformes, mais aussi surtout dans la mobilisation accrue des ressources internes de notre chère nation, que nous, au niveau de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, je rappelle très bien que c'est à l'occasion de la première édition de la journée nationale du civisme, je dis bien du civisme, il faut faire la part des choses, nous avons adopté solennellement le slogan Niger, pays des hommes responsables. Parce que notre conviction est que aucune nation n'est plus que le Niger, parce que le Niger a des hommes et des femmes qui sont capables de le conduire vers la prospérité au même titre que les autres nations. Voilà un peu ce que la journée nationale du contribuable, et vous nous permettez d'inviter encore une fois, d'en appeler à une mobilisation exceptionnelle
de tous les contribuables. Que ceux que nous n'avons pas pu, à travers les lettres d'invitation et les cartes d'invitation, atteindre, nous en excusent, mais que ce ne soit pas une excuse pour eux de faire le déplacement de Mahatma Gandhi le 30 septembre 2021 à partir de 10h, parce que, je dis encore une fois, le directeur général des impôts actuel souhaite les féliciter, les remercier, les encourager pour ce sacrifice au nom de notre idéal commun. Parce que je dis encore une fois, nous devons compter sur nous-mêmes et que Dieu nous donne la possibilité et la capacité de mobiliser par nous-mêmes nos ressources afin que la main tendue de notre État se réduise. Monsieur Mousselim Al-Sita, merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Merci. Parce qu'il n'y a pas eu trop de...